Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'agence judiciaire de l'État était cet après-midi face à la presse. Objectif, informer l'opinion nationale sur l'évolution du dossier de l'affaire du ministère de la Défense nationale. Le résumé avec Hamza Sakou et Sadou Doumi. C'est donc sur la base du rapport provisoire. C'est pour mettre fin aux spéculations circulant sur les réseaux sociaux et informer le public de l'évolution du dossier, dit affaire MDN, faisant état de détournement des deniers publics au ministère de la Défense nationale, que l'agence judiciaire de l'État est face à la presse. Le rapport provisoire issu de l'audit déposé en février 2020 a fait état de 48 milliards de surfacturation, 28 milliards de francs CFA de matériel non encore livré alors que le délai contractuel est épuisé. Malencontreusement, ce rapport provisoire a fait l'objet d'une fuite avant toute contradiction par les personnes et établissements mis en cause, et c'est la somme de ces deux montants qui constitue le chiffre de 76 milliards, considéré par certains comme un détournement au ministère de la Défense nationale. C'est donc sur la base du rapport provisoire que toutes les spéculations et commentaires sur ce dossier faisant état d'un détournement de 76 milliards ont été effectués. Au terme des contradictions apportées et des preuves fournies, un rapport final a été déposé le 3 avril 2020. Rapport duquel il résulte que sur la somme de 28 milliards de francs CFA, ramenée à 23 milliards en vérité, 19 milliards de commandes de matériel précédemment considérées comme non livrées ont soit fait l'objet de livraisons entre février et mars 2020 ou d'un engagement écrit et notarié de fournisseurs à livrer au plus tard fin avril 2020. Les 4 milliards de francs CFA restants relèvent des commandes passées à des sociétés étrangères. En effet, un montant de 4,3 milliards de francs CFA relatif aux véhicules Toyota Pick-up a été considéré comme non fondé au vu des arguments avancés par les différents fournisseurs, notamment les modifications imposées, les frais d'approche et les agios bancaires liés au retard de paiement et à la titrisation. De ce fait, le prix uniforme moyen de 33 millions de francs CFA par véhicule pick-up a été considéré comme étant non surfacturé pour ces raisons. Ayant pour mission, entre autres, la prise en charge et le règlement des affaires contentieuses dans lesquelles l'État est parti devant les instances judiciaires, nationales ou internationales. L'agence judiciaire de l'État s'est constituée partie civile au nom de l'État du Niger devant les magistrats instructeurs en charge de ce dossier pour le recouvrement de toute somme due en faveur de l'État. Conformément à ces attributions, dont celle de pouvoir transiger avant, pendant ou après le procès, et à chaque fois que les intérêts de l'État le commandent, les fournisseurs incriminés et l'AJE ont convenu du règlement intégral à l'État des sommes en cause, soit par paiement au comptant pour les fournisseurs déjà payés, soit par retenue sur les avis de règlement les concernant au niveau du Trésor. Les Nigériens, épris de justice, ont tous les yeux rivés vers la justice nigérienne et n'attendent que l'humeur soit faite sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Après la décision rendue par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, laquelle décision condamnant les journalistes Samira Sabou et Moussa Aksar, respectivement à 1 mois de prison avec sursis et 50 000 francs d'amende, et 2 mois de sursis pour diffamation par voie électronique, leur avocat, Maître Ahmed Maman, a interjeté appel cet après-midi au cours d'un point de presse qu'il a animé, dont je vous propose de suivre un extrait avant de le retrouver en intégralité en partie magazine. Par rapport à l'affaire dite Samira Sabou, Moussa Aksar contre le ministère public. Comme vous le savez, hier, le 3 janvier 2022, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a vidé sa saisine, a rendu son délibéré dans cette affaire
en condamnant mes clients, notamment Samira Sabou et Moussa Aksar, à des peines d'emprisonnement avec sursis. Donc aussitôt, j'ai interjeté appel pour continuer la bataille judiciaire devant les juridictions supérieures. Donc, pour rappel, Samira Sabou et Moussa Aksar, tous journalistes de profession, ont tout simplement relayé une publication faite par Global Initiative, une publication qui fait cas d'une quantité de drogue saisie par Octrice qui aurait été restituée à des trafiquants au Niger. Donc les deux journalistes ont relayé cette information, cette publication faite par Global Initiative. Donc, après cette publication, Octrice a fait un démenti formel. Les mêmes journalistes, par les mêmes canaux, notamment sur la page Facebook de Samira Sabou et dans le journal L'événement de Moussa Aksar en ligne, avaient aussi, en tout cas, publié ce démenti d'Octrice dans le but d'équilibrer l'information conformément à la déontologie et à l'éthique de leur profession. Après cette publication du démenti d'Octrice, donc Octrice a porté plainte contre Global Initiative, qui est auteur de la publication incriminée. Mais curieusement, au lieu de convoquer les responsables de Global Initiative, ce sont les deux journalistes nigériens, Samira Sabou, Moussa Aksar, qui ont été convoqués, interrogés par la police judiciaire, alors même qu'il n'y avait aucune plainte dirigée contre ces deux journalistes. Ahmed Amaman, que vous retrouverez en partie magazine de cette édition. L'année 2021 qui vient de s'écouler a été plutôt calme en termes d'engagement social des acteurs de la société civile. Pour Moudi Moussa, pour Moudi Moussa, à qui nous avons tendu notre micro, le bilan est plus ou moins mitigé car l'année est entièrement marquée par le rétrécissement des libertés publiques que garantissent les dispositions constitutionnelles. On l'écoute. Il faut dire effectivement que l'année 2021 s'est donc écoulée pour faire place à l'année 2022. Mais au cours de l'année écoulée, beaucoup d'événements ont caractérisé le front social. Parmi ces événements, il faut en tout cas rappeler le plus important chez nous, qui est donc, disons, la continuité, n'est-ce pas, dans le rétrécissement de l'espace civique. Parce que, vous savez, durant cette année écoulée 2021, il y a eu des élections qui ont consacré de nouvelles autorités, à commencer par le président de la République, les députés, les maires, etc. Alors, ces élections, il faut les rappeler, sont donc intervenues dans un contexte tendu que tout le monde connaît, qui n'est point besoin de rappeler. Et cela a favorisé quand même, en tout cas, un durcissement de la tension au plan social, avec l'avènement donc des autorités nouvelles. Le président de la République, vous vous rappelez, avait au cours de l'année 2021 appelé tous les acteurs sociaux, les acteurs de la société civile, pratiquement donc à une rencontre qu'il a voulu au niveau donc du palais de la présidence. Cette rencontre, il a été question, en tout cas, d'évoquer tous les problèmes liés donc à l'exercice des activités donc, de la société civile. Des engagements ont été pris de part et d'autre, et pratiquement une sorte de délai de grâce avait été accordé
n'est-ce pas, par la société civile aux autorités nouvelles. Alors, on a constaté 7 mois, 8 mois après que, en tout cas au niveau de ces autorités, il n'y avait aucune intention, en tout cas, de changer la donne. Le rétrécissement avait continué et au niveau donc de notre coordination, vous vous rappelez, on a écopé de 4 interdictions de nos manifestations, toutes régulièrement actées par les autorités communales de la ville de Niamey. Et toutes ces choses participent de l'élan de rétrécissement de cet espace civique et qui est pourtant vital pour la bonne marche de la démocratie. Alors donc l'on constate que l'année 2021, en tout cas au plan social, sur le front social, a donc été une année très dure pour les acteurs de la société civile, très dure également pour les citoyens qui se sont vus privés en tout cas d'une liberté, d'un droit fondamental, à savoir le droit à la manifestation, le droit donc à la liberté. Autre aspect de cette édition, ils sont sortis massivement les dos soleils hier pour accueillir le champion du sabre national de la 42e édition de la lutte traditionnelle Niamey 2021. Il se nomme Kadri Abdoudi Isaka, accompagné et acclamé à grands cris par les deux soleils jusqu'à l'arène Salma Darani de Dosso, où un monde fou l'attendait pour célébrer la victoire. Le compte rendu. Les populations de Dosso, avec à leur tête le gouverneur Al-Bishra Aboubakar, ont accueilli ce lundi 3 janvier 2022 à Koigourou, village situé à environ 15 km de Dosso, la délégation ayant représenté la région au 42e championnat national de lutte traditionnelle. Après les ovations de la foule au champion national Isaka et les salutations d'usage, la délégation a mis le cap sur l'arène Salma Danrani où une foule compacte les attendait, comme en témoignent ces images. Après la présentation de leur moisson à la population, le gouverneur les a exhortés à aller présenter leur trophée à l'honorable sultan Maïdanda Saïdou Djarmakoy, gardien de nos traditions. Population de Dosso, je voudrais solennellement vous présenter la moisson de nos voyants combattants à la 42e édition du sabre national. Ainsi, nous remercions Allah le Tout-Puissant d'avoir choisi parmi Dosso parmi 8 régions de notre pays et d'avoir fait de Kadri Abdoudi Isaka le 4e détenteur du sabre national après Tilaberi en 2019, Dosso en 2016 et Agadez en 2015. Aussi, notre équipe honore Dosso par cette coupe et cette médaille d'or pour sa première place à l'issue du classement par équipe. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le savez, la lutte traditionnelle est un véritable facteur de rapprochement des peuples et de la consolidation de l'unité nationale qui sont chers au président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed. Notons enfin que la délégation a sillonné les différentes artères de la ville pour présenter le sabre et la coupe gagnée lors de la 42e championnat national de lutte traditionnelle à Niamey. Le comité de gestion de la Ligue équestre de Niamey a organisé le week-end écoulé une série de courses hippiques sur la piste de l'hippodrome de Niamey. Le résumé avec Ibrahim Tikiri. À l'orée de la nouvelle année 2022, le comité de gestion de la Ligue équestre de Niamey a organisé une grande course hippique. Ce samedi 1er janvier 2022, plusieurs courses ont été disputées sur la piste sablonneuse de l'hippodrome de Niamey. Nous aurons 3 compétitions qui mettront en concurrence 36 chevaux. Des prix qui seront distribués
le comité met à la disposition des éleveurs non seulement des enveloppes qui vont de 400 000 francs à 60 000 francs, mais surtout un véhicule et une moto qui sont là présents devant vous. Nous ne terminerons pas sans avoir remercié toutes les bonnes volontés qui ont contribué financièrement à la réussite de cette manifestation. Après l'allocution du président du comité de gestion de la Ligue équestre de Niamey, place aux courses, dont celle courue sur la distance de 2400 mètres à Rewa. À l'arrivée, c'est le cheval Majelissa de l'écurie Mika Isaka qui a remporté le grand prix, à savoir un véhicule neuf. En plus de la distance de 2400 mètres, il y a eu 1400 mètres talons et 1400 mètres à Rewa. Tout le tiercé gagnant de ces courses ont été récompensés par les organisateurs. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée au point de presse animé cet après-midi par Maître Ahmed Maman, avocat des journalistes Samira Sabou et Moussa Aksar, respectivement condamnés à 1 mois de prison avec sursis et 50 000 francs d'amende et 2 mois de prison pour Moussa Aksar pour diffamation par voie électronique. Très bonne réception. Par rapport à l'affaire dite Samira Sabou, Moussa Aksar contre le ministère public. Comme vous le savez, hier, le 3 janvier 2022, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a vidé sa saisine, a rendu son délibéré dans cette affaire en condamnant mes clients, notamment Samira Sabou et Moussa Aksar, à des peines d'emprisonnement avec sursis. Donc aussitôt, j'ai interjeté appel pour continuer la bataille judiciaire devant les juridictions supérieures. Donc, pour rappel, Samira Sabou et Moussa Aksar, tous journalistes de profession, ont tout simplement relayé une publication faite par Global Initiative. Une publication qui fait cas d'une quantité de drogue saisie par Octrice qui aurait été restituée à des trafiquants au Niger. Donc les deux journalistes ont relayé cette information, cette publication faite par Global Initiative. Donc, après cette publication, Octrice a fait un démenti formel. Les mêmes journalistes, par les mêmes canaux, notamment sur la page Facebook de Samira Sabou et dans le journal L'événement de Moussa Aksar en ligne, avaient aussi, en tout cas, publié ce démenti d'Octrice dans le but d'équilibrer l'information conformément à la déontologie et à l'éthique de leur profession. Après cette publication du démenti d'Octrice, donc Octrice a porté plainte contre Global Initiative, qui est auteur de la publication incriminée. Mais curieusement, au lieu de convoquer les responsables de Global Initiative, ce sont les deux journalistes nigériens, Samira Sabou, Moussa Aksar, qui ont été convoqués, interrogés par la police judiciaire, alors même qu'il n'y avait aucune plainte dirigée contre ces deux journalistes. Déférés au parquet, les deux journalistes ont été poursuivis par le procureur de la République sur la base de cette légèreté pour diffamation commise par voie de communication électronique et également pour diffusion de données de nature à troubler l'ordre public et à porter atteinte à la dignité humaine. Je vous informe qu'à la première audience déjà, les avocats d'Octrice avaient attiré l'attention du tribunal sur le fait que Octrice n'a jamais porté plainte contre les journalistes nigériens, a fortiori contre Samira Sabou ou Moussa Aksar. Octrice avait précisé avoir porté plainte contre Global Initiative, qui était auteur de cette publication incriminée. Mais malheureusement, et à notre grande surprise, à l'audience du 27 passé,
le ministère public avait requis une peine d'emprisonnement contre mes clients. Alors même, pour votre information encore, Octrice qui avait porté plainte contre Global Initiative avait précisé à cette audience qu'il ne se constitue pas partie civile pour n'avoir jamais porté plainte contre Moussa Aksar ou Samira Sabou. Octrice a également précisé que même contre celui, en tout cas contre Global Initiative, pour qui il a porté plainte, il avait décidé de retirer sa plainte. Nous sommes en matière de délit privé. Nous n'avons pas besoin d'aller à une faculté du droit pour savoir qu'en matière de délit privé, il faut obligatoirement, absolument une plainte pour que même le procureur de la République puisse poursuivre, a fortiori pour que le tribunal puisse condamner des justiciables. Voilà pourquoi nous sommes complètement étonnés et perdus dans cette décision de justice que je qualifie de scandale juridique. Parce que ça n'a pas de sens du point de vue du droit qu'on puisse quand même retenir la culpabilité de mes clients dans cette affaire sans constitution de partie civile d'Octrice, sans plainte d'Octrice, alors même que la loi pénale elle est claire là-dessus, sans plainte pour diffamation, il n'y a point de poursuite. Qu'est-ce qui peut alors justifier cette poursuite contre les 2 journalistes nigériens, contre qui aucune plainte, en tout cas, n'a été déposée, aucune constitution de partie civile n'a été faite? Donc voilà pourquoi je vous dis que cette décision, en réalité, elle remet en cause la volonté du législateur qui veut, en réalité, au Niger, que le délit commis par voie de presse soit dépénalisé. C'est en réalité une décision qui vient nous dire que désormais, le tribunal n'a plus besoin d'une plainte au pénal en matière de diffamation pour poursuivre des journalistes qui relayent une information déjà publiée. Parce que dans cette affaire, l'auteur de la publication est connu. Les 2 journalistes qui ont relayé cette information n'ont jamais caché cette source parce qu'elle était connue déjà. Mais cela n'a pas empêché le tribunal de rendre cette décision qu'il a eu à rendre hier pour condamner ces 2 journalistes pour diffamation. Et par rapport à Moussa Aksar, c'est les 2 infractions qui ont été retenues. Et je ne vois pas, en tout cas, comment le tribunal peut motiver cette décision parce qu'elle a été rendue en violation flagrante de la loi. Or, les 2 journalistes ont fait preuve de leur bonne foi. D'abord, en publiant le démenti fait par Octrice. Cela prouve à suffisance qu'ils n'ont jamais relayé une information dans l'intention de nuire. Sinon, les 2 journalistes n'allaient jamais publier le démenti fait par Octrice. Mais pourtant, ils l'ont fait. Et ils ont été condamnés, nonobstant cette évidence. Donc voilà pourquoi je dis que le combat judiciaire par rapport à cette affaire, nous comptons le mener jusqu'au bout. Pas seulement pour Samira Sabou ou Moussa Aksar, mais dans l'intérêt de la presse nigérienne dans son ensemble, qui a le droit d'abord d'informer. Dans l'intérêt du peuple nigérien qui a aussi le droit d'être informé. Et également dans l'intérêt du droit tout court qui protège les libertés publiques. Parce que la liberté de presse est une liberté fondamentale, consacrée et protégée par notre constitution qui est la loi mère. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un précédent dangereux. C'est une jurisprudence dangereuse par rapport à la liberté de la presse, par rapport au droit à l'information, par rapport aux libertés publiques tout court. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à vous inviter à ce point de presse pour vous faire le point de cette affaire et vous dire que nous sommes dans une situation où aujourd'hui la diffamation a changé de camp. Elle a quitté son camp prévu par la loi pour aller dans d'autres considérations qu'on ne saurait qualifier ici devant vous. Parce que la diffamation, elle est claire. C'est clair par rapport à la diffamation prévue par la loi, il faut obligatoirement une plainte.
Et sans la plainte, même le procureur ne peut plus poursuivre. Alors qu'ici, nous sommes dans une situation de condamnation. On a dépassé le stade de la poursuite. Voilà pourquoi nous avons une ferme conviction que la seule force qui reste, c'est celle de la loi. Et les juridictions supérieures vont annuler cette décision parce qu'elle n'est pas conforme au droit.